Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. C'est le débrief du sport que j'ai suivi pendant la semaine. Sans plus tarder, on va prendre le sommaire de cette vidéo. Donc premièrement, on va parler de l'officialisation de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. 2. Du début de la finale series ou de la série finale de la NBA qui oppose Boston à Dallas. 3. La victoire de Alcazar à Roland-Garros. 4. Le bilan mitigé de l'équipe de France pour sa préparation pour l'Euro. Donc sans plus tarder, on commence par Mbappé. Donc comme vous le savez, on a officialisé l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Premièrement, félicitations à lui. Deuxièmement, les critiques qui sont tombées sur lui pendant sa saison parisienne étaient injustifiées, ou en tout cas étaient injustes, parce qu'il a révélé ce qui s'est passé en fait au moment où il a dit qu'il n'allait plus renouveler au Paris Saint-Germain et qu'il allait partir. Eh ben, il a révélé comment ses rapports se sont dégradés avec certaines personnes qu'il n'a pas nommées en conférence de presse, puisque les journalistes lui ont pris en partie. Lui, il voulait parler de l'équipe de France, eux, ils voulaient parler de son transfert et de ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Il a montré sa subtilité puisqu'il a parlé. Les gens disent que la personne dont il parle, qu'il identifie comme la personne qui a essayé de lui faire passer un mauvais moment au Paris Saint-Germain, en tout cas une mauvaise fin d'année, était Nasser. Et il s'est consacré sur l'équipe de France. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est que ce transfert va être un tremplin pour lui, parce que je pense que l'erreur qu'il a fait dans sa carrière, c'est de rester au Paris Saint-Germain. Parce qu'au moment où il devait partir de Paris Saint-Germain, Vinicius n'avait pas encore le niveau qu'il a maintenant. Et donc probablement, s'il y aurait eu des sacrifices à demander à quelqu'un pour l'équipe, ça aurait été plus à Vinicius que à Mbappé. Vinicius a montré que maintenant, il est quasiment plus efficace qu'Mbappé à ce poste-là. Et Mbappé, par rapport à sa carrière, sa vitesse et tout ça, il est quasiment normal, où tout le monde, ça fait consensus, que s'il y en a un qu'on va forcer à jouer dans l'axe, c'est qu'il a aussi joué à l'époque où il était à Monaco, ça sera lui. Et donc il est venu se compliquer la vie parce que il va devoir faire plus d'efforts d'adaptation, ou en tout cas monter monter d'un palier très vite, parce que s'il veut jouer, la position la plus disponible est la position de 9. Et donc j'espère pour lui que son arrivée au Real ne va pas entraîner un dérèglement de la machine. D'autant qu'il arrive au moment où le meilleur passeur, Kroos, part. Donc ça veut dire qu'il y aura, non seulement l'équipe devra s'adapter à un nouveau neuf, mais que ce neuf-là va arriver dans une équipe qui perd celui qui organisait le jeu, le trequartista, le meneur de jeu du fond de terrain, qui était Kroos. Et donc Mbappé, il aurait pu bénéficier de tout cela comme Vinicius a bénéficié de tout cela s'il n'aurait pas fait le choix qu'il a fait de rester au Paris Saint-Germain. Et donc, et peut-être aussi il aurait déjà gagné le Ballon d'Or. Parce que imaginez Mbappé servi par Kroos et par Modric, ou même imaginez Mbappé dans la même équipe avec un Bellingham qui fait tous les efforts qu'il fait pour servir. Donc si ça se trouve, au lieu que ce soit Bellingham qui brille autant, ça aurait été Mbappé qui aurait vraiment brillé cette année. Et donc, on applaudit tous son transfert au Real, mais il arrive dans une machine parfaitement huilée. Et probablement que si ça devait moins marcher, tous les regards se porteraient vers lui. Et la pression de mal jouer ou de ne pas être au niveau au Real n'a rien à voir avec la pression de ne pas être au niveau au Paris Saint-Germain. Donc j'espère pour lui qu'on l'a préparé mentalement à tout cela, parce que ça serait une grosse déception, et surtout je ne voudrais pas que ça nous fasse une hasard, qu'il arrive là-bas et il commence à accumuler plein de pépins qui l'empêchent non seulement de jouer, mais qu'aussi mentalement il ne se sente pas bien. Donc j'espère pour lui qu'il est prêt, parce que ça serait vraiment mauvais qu'il aille au Real et que la concurrence du niveau de Vinicius maintenant lui fasse de l'ombre. C'est les aléas de la vie. Il avait choisi de rester au Paris Saint-Germain ou de prolonger au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que cette décision a plus joué contre lui dans tous les sens du terme, parce que il a raté de peu le Ballon d'Or à la Coupe du Monde qu'il a gagné. Il a raté de peu le Ballon d'Or à la deuxième Coupe du Monde qu'il a participé. Et
Durant ces 4 années-là, il avait probablement le niveau pour avoir le ballon d'or s'il aurait été dans une équipe comme le Real. Maintenant, il va arriver dans une équipe où le meilleur joueur de l'équipe a quasiment un niveau ballon d'or. À cette heure-ci, pour moi, si on devait choisir un ballon d'or, c'est Vinicius. Et pour moi, pour le football que j'aime, c'est Kroos. Kroos à cause de l'ensemble de tout ce qu'il a fait, de son âge, du moment, de l'importance qu'il a joué au Real. Regardez la passe qu'il délivre contre le Bayern à cause de tout ça. Donc si Kroos, il fait en plus un super euro et que l'Allemagne gagne l'euro et que Kroos est important, Modric l'avait fait avec la Croatie, il n'avait pas gagné la Coupe du Monde, mais il avait été exceptionnel en Coupe du Monde et il les avait ramenés jusqu'à la finale. Ça se jouera de peu entre Vinicius et Modric. La chance dans tout ça, c'est que les deux ils viennent de la même équipe et ils bénéficient de la même exposition médiatique. Donc ça sera les choix des gens qui votent. Mais Mbappé, il faut qu'il comprenne que c'est dans ce contexte-là qu'il arrive au Real. Et donc s'il veut sublimer ou passer devant tous ces gens-là, il y aura beaucoup de travail. Et surtout que la concurrence sera très rude. Donc, félicitations Mbappé. Moi, je suis de tout cœur avec toi. De toute manière, je suis fan du Real Madrid. Donc, j'espère que tu seras plus un apport pour nous qu'un inconvénient. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu pourrais être un inconvénient. Moi, je pense que si tu hisses ton niveau, tu vas facilement profiter de tout ce que le Real met autour de toi. Rodrigo à droite, Vinicius à gauche, Bellingham derrière toi. Le mouvement de tous ces joueurs va beaucoup plus te libérer que cette année au Paris Saint-Germain où certes il y avait des joueurs qui se déplaçaient autour de toi, mais ils n'avaient pas la même importance, la même aura, le même impact psychologique que ceux du Real. Parce que quand tu es en contre-attaque au Real et que tu as Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham qui bougent, si tu es défenseur, tu ne peux en choisir qu'un. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, on va se fixer, on va se concentrer tous sur une seule personne. Et dès que lui, on l'aura neutralisé, ça va bien se passer comme Rudiger a fait à Haaland pendant la demi-finale de la Ligue des Champions. Et surtout comme les équipes font désormais à Vinicius, maintenant que Benzema n'est plus là. Donc là, ça va être une liberté pour tout le monde parce que chaque joueur offensif du Real bénéficie de la présence des autres sur le terrain. Comme on se concentrait principalement sur Vinicius et Rodrigo en début de saison, vous avez vu que ça a beaucoup profité à Bellingham. Et que dans la deuxième partie de saison, et quand on est rentré dans les phases importantes de la Ligue des Champions, on s'est concentré sur Bellingham, parce que c'était celui qui marquait le plus, et Vinicius. Et Bellingham, petit à petit, s'est éteint. Ça ne veut pas dire que Bellingham n'est pas un bon joueur, mais ça vient calmer la ardeur de beaucoup de journalistes et de beaucoup de commentateurs qui pensaient qu'il avait atteint le niveau Zidane. Zidane, tous les défenseurs le disent, on ne pouvait pas l'éteindre. Tu pouvais juste essayer de le limiter. Donc l'arrivée d'Mbappé redistribue les cartes, donne un peu plus de liberté à tout le monde parce qu'on ne peut pas se concentrer sur 4 joueurs à la fois. Donc j'espère vraiment qu'il aura cet impact-là et qu'à chaque ballon, il va faire comme Bellingham, comme Rodrigo, comme Vinicius. Il va faire la différence et du coup, faire la différence, non seulement te libère toi, mais libère aussi les autres et met toute l'équipe adverse en déséquilibre. Donc c'est les choses que j'espère voir grâce à son arrivée au Real et surtout, ce que j'espère le plus, c'est qu'on retombe sur Manchester City en Ligue des Champions et que ce tour-ci, on leur mette une raclée. Maintenant, la série de la NBA, franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à en dire. Vous me connaissez, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, je suis fan de LeBron James. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas plus fort que lui. Pour revenir à notre série, 2 équipes, Boston contre Dallas. Pour le moment, ça se passe mal pour Dallas. Ils sont menés 2-0 dans cette série, mais il faut relativiser parce que ces 2 matchs se passent à Boston et non à Dallas. Et on ne sera fixé qu'à la fin de la phase retour. Donc Boston va se rendre à Dallas et on sera fixé après les 2 matchs. Souvenons-nous qu'il y a toujours des rebondissements dans ces finales, il y a toujours un sursaut, il y a toujours des réajustements. Moi, je pense que l'attrait de la NBA, en tout cas pour moi, est en train de diminuer parce que
si je me suis mis à la NBA, c'est essentiellement pour LeBron James. Je ne dis pas que les matchs ne sont pas aussi bons que quand il n'y a pas LeBron, mais l'impact d'un LeBron James sur la totalité du match ou sur l'ensemble du match, pour l'instant, on n'a pas un joueur qui reproduit ça. Luka Doncic est fantastique, mais en intensité, en impact sur le jeu, il n'est pas aussi bon que LeBron James. Donc pour moi, j'ai arrêté de regarder les séries finales, les playoffs NBA dès que LeBron James a été éliminé. J'ai un peu suivi les Timberwolves et Dallas pendant leur match parce que c'était des bons matchs, c'était des matchs spectaculaires, enfin, en tout cas. Il y avait un peu de spectacle, mais bon, le cœur n'y est plus. Et donc, je suis ça de loin, j'attends de voir la finale. Peut-être que si Dallas revient à 2 partout, je suivrai les 3 prochains matchs, ou en tout cas les matchs d'après pour voir c'est qui va gagner. Mais si par exemple là, j'attends que Boston gagne encore et que ça fait 3-0, ne comptez pas sur moi pour regarder le 4e match. C'est un peu pareil pour ce que je veux dire ensuite, Alcazar qui gagne le Roland Garros. Donc quand on a été comme moi, quand on a vu Federer, quand on a vu Nadal, quand on a vu les choses que Federer faisait sur le terrain, il n'y a plus tellement envie, ou en tout cas il n'y a plus tellement d'attrait à aller regarder le tennis qui se passe aujourd'hui. Tout le monde disait que Djokovic était proche d'être le GOAT du tennis. Moi, pour moi, je n'évalue pas le niveau GOAT au nombre de trophées. Parce que pour moi, le GOAT de GOAT au foot, c'est R9. R9, c'est pas le joueur le plus titré de l'histoire du foot. Mais, si tu demandes à n'importe quelle personne qui a fait du foot, qui connaît c'est quoi l'intensité de l'effort pour aller marquer le but, et qui a vu les intensités des efforts que faisait Ronaldo, si toi-même tu as déjà fait ça sur le terrain, tu sais qu'il n'y a pas de comparaison entre R9 et n'importe quel autre joueur. C'est un peu la même chose au tennis. Alcazar, il est bon, mais pour le moment, il n'y a rien qui me donne envie de le regarder, comme il n'y a rien qui me donnait spécialement envie de regarder Djokovic. Quand il y avait Federer, au fur et à mesure de sa carrière, tu as vu qu'il a rajouté des choses, un peu comme LeBron James. Au fur et à mesure de sa carrière, il a rajouté des choses et des choses de plus en plus difficiles que tu te disais, mais pour son âge, il fait des trucs fantastiques. Par exemple, quand Federer rentrait sur le terrain, quand quelqu'un devait servir, pour anticiper et faire un retour fantastique. Ça, c'est des choses que tu n'as même pas vu Djokovic le faire. Le niveau de Djokovic a augmenté parce que Federer était vivant. Parce que si vous suivez bien les matchs de Djokovic-Federer, il passe son temps qu'à renvoyer la balle. Il n'invente rien. Il ne fait rien d'extraordinaire. Et quand tu vois tout ce que Federer faisait pour remporter le point, tu te rends bien compte que un mec comme Djokovic, il est là pour avoir du coffre juste pour envoyer la balle. Aucune imagination, aucune inspiration, pas grand-chose. Mais tu vois que ça coûtait beaucoup plus à Federer de gagner ces matchs contre Nadal, contre Djokovic, que ça leur coûtait à eux qui ne faisaient que renvoyer la balle. Lui, il devait inventer, inspirer, il devait faire des choses extraordinaires. Et en plus de ça, il ne jouait que d'une main. Sans faire offense à tous ces champions d'aujourd'hui, que ce soit dans le foot, dans le NBA et dans le tennis, c'est mon âge qui veut ça. J'ai eu la chance de voir LeBron James, j'ai eu la chance de voir Schumacher conduire, Schumacher Hakkinen, j'ai eu la chance de voir Hakkinen Verstappen avec les voitures quasiment équivalentes nous livrer une bataille fantastique. Donc j'ai eu la chance de voir le summum de ce qui pouvait être fait dans différents sports. Et aujourd'hui, quand je vois que les gens ils sont pas à ce niveau-là, ça me donne pas envie de regarder. Et donc, félicitations à Alcazar pour son prix. Il le mérite, il est jeune, il a du talent. J'espère qu'il va passer un palier qui sera assez attrayant pour qu'on en parle un peu plus et aussi peut-être que aussi pour donner l'envie à des gens comme moi pour le regarder. Ensuite, c'est exactement la même chose pour mon opinion pour l'équipe de France. Quand on a vu ce que le foot avait de mieux offrir, on sait bien que les matchs de préparation et les matchs d'avant-compétition, certes, ça sert à mettre les joueurs en rythme, mais ça ne prédit pas grand-chose de ce qui va se passer pendant la compétition.
Et personnellement, je n'ai même pas regardé. J'ai juste vu des résumés. Ils ont battu la première équipe qu'ils ont affrontée. Ils étaient contents. Et quand ils ont rencontré une équipe un peu physique, qui est le Canada, apparemment ils ont fait match nul. Et on sait que l'Euro est la compétition probablement la plus dure au niveau des équipes internationaux dans le monde. Parce que tu as beaucoup plus de nations qui sont proches de ce que le foot fait de mieux en Europe que sur les autres continents. Donc vous avez l'Italie, l'Allemagne, la France, le Portugal et les pays de l'Est, la Croatie qui était aux demi-finales de la Ligue des Champions et tous les autres pays. Et donc c'est très difficile de gagner l'Euro. Moi, je ne regarde presque jamais les premières phases de compétition parce que, à part s'il y a des poules très relevées, je ne regarde quasiment jamais cette phase-là de la compétition parce que ça m'ennuie en fait. Parce que les forts s'entraînent sur les faibles. Je ne connais même pas les poules pour l'Euro. Et donc, à l'approche de l'Euro, je vais regarder des poules. Et s'il y a des poules intéressantes, ce qui est souvent le cas pour l'Euro, eh ben, je regarderai un peu plus. Mais mon focus est vraiment pour quand on va atteindre les huitièmes, les quarts, les demi. C'est là que je vais me concentrer à regarder ces compétitions-là. Donc, c'était mon débrief pour la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, si j'ai oublié des choses ou s'il y a des choses qui vous paraissent plus importantes ou moins bien développées, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je pourrai m'améliorer pour la suite. C'était Hertz, peace out.